Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview aujourd'hui dans le milieu des droits de l'homme. Et pour en parler, nous recevons M. Diaby Bakary Sidiki. Il est le coordonnateur de la CADA, Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, secrétaire permanent du réseau des institutions nationales des droits de l'homme de l'UMOA, vice-président du groupe de travail Afrique pour la prévention des atrocités de masse et des génocides. Mais nous recevons M. Diaby pour parler de cette structure à laquelle il vient d'être élu, du moins réélu. C'était donc à la 29e réunion des États partis à la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est aujourd'hui donc membre du CERD, le CERD qui est le comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour, M. Brokono Bertin. Alors, je lis que vous avez été élu à la 29e réunion des États partis à la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination et que vous avez été élu devant les États-Unis. Comment est-ce que cela peut se comprendre ? Merci, M. Brokono Bertin. Je voudrais, avant tout propos, remercier les autorités de la Côte d'Ivoire qui nous ont accompagnés durant pratiquement 1 an de campagne et toutes les bonnes volontés qui nous ont assistés durant donc cette élection. Vous savez, dans le système de protection onusien, nous avons ce que nous appelons des organes de traité. Il y en a 9 principaux, c'est-à-dire qu'il y a des conventions qui ont prévu des dispositions de leur mise en œuvre, des dispositions de leur surveillance. Par exemple, la première, c'est la Convention internationale de la lutte contre la discrimination raciale, qui a prévu en son sein un organe de surveillance qu'on appelle un comité qui est composé de 18 experts membres. Ces experts-là sont choisis à travers le monde après un appel à candidature et chaque 2 ans, ce comité est renouvelé de moitié. Donc, il y avait 9 postes qui étaient ouverts à candidature. Nous avions siégé déjà pour un premier mandat de 4 ans qui vient de prendre fin. Et nous avons candidaté pour un second mandat. Et nous étions 11 candidats venant d'un peu partout dans le monde, puisque c'est ouvert. Et à cette convention, il y a 184 États. Et tous les États partis peuvent proposer des candidatures. J'ai été donc proposé par la Côte d'Ivoire. Et le jour du vote, le 24 juin dernier à New York, il y avait 178 États qui ont voté. Et j'ai eu le plus de voix, c'est-à-dire 148 voix sur les 178. Voilà comment je me suis retrouvé en tête des listes. Et puis bon, on prend les candidats par nombre de voix obtenues jusqu'à la 9e place. Alors, cela vous confère-t-il un statut particulier ou bien c'est juste pour la forme ? Disons que c'est quand même honorable pour la Côte d'Ivoire parce que c'est la première fois depuis l'indépendance que la Côte d'Ivoire proposait un candidat dans les organes des traités. Il n'y en avait pas. Donc, le fait d'avoir eu un candidat qui a été élu en 2017 et réélu, c'est d'abord la diplomatie ivoirienne qui se réjouit donc, de ce résultat. Et le profil du candidat, le travail qui a été déjà abattu, parce qu'il faut présenter un bilan aux États. Donc, c'est les CV qu'on regarde, c'est le parcours qu'on regarde, c'est le travail qui a été fait qu'on regarde. Donc, la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un candidat qui avait et l'expérience et la capacité pour convaincre et persuader les autres États partis à la Convention de soutenir le candidat de la Côte d'Ivoire qui était mieux à même de faire ce travail. Et comme vous l'avez dit tantôt, on était face à des candidats assez coriaces. Si je prends la candidate américaine dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une avocate de profession qui a été dans le collège d'avocats de défense de Nelson Mandela, de Martin Luther King et qui est très active dans la lutte des Noirs aux États-Unis et qui est très connue, c'est la professeure McDougall. Et puis, il y avait des candidats, des anciens présidents de comités qui étaient là, mais les États ont porté leur choix. D'abord, c'est une satisfaction, un privilège particulier. On le verra après parce qu'il y a des élections internes qui se feront pour désigner les membres du bureau, pour désigner les membres d'autres organes. Mais déjà, c'est un satisfecit parce que le travail qui a été déjà abattu a été pleinement apprécié par les États partis. Alors, cela veut-il dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État de droit, un véritable État de droit ? Écoutez, moi je pense que d'abord c'est la confiance de ses pairs et ensuite c'est le profil du candidat qu'on regarde et cela met une certaine pression sur la Côte d'Ivoire qui doit désormais montrer l'exemple, n'est-ce pas, dans cette convention-là, en respectant ses engagements internationaux parce que la Côte d'Ivoire face à ses organes a souvent des rapports qui restent en souffrance. Par exemple, face au comité pour l'élimination de la discrimination raciale, la Côte d'Ivoire l'a ratifié en 1973 et la Côte d'Ivoire devait présenter son premier rapport l'année d'après, en 1974. Mais ça a été fait 20 ans après avec la ministre Victorine Vaudier et la Côte d'Ivoire n'est plus repassée. Alors que quand vous prenez des engagements,
vous devez périodiquement rendre compte de la mise en œuvre de la Convention dans votre État. Ce n'est pas toujours le cas et donc nous allons encourager, et j'ai dit aux autorités ma disposition à les accompagner pour que nous puissions nous mettre à jour de tous les rapports en souffrance devant ce comité, mais devant bien d'autres. Donc c'est quand même une pression que nous devons nous mettre pour que la Côte d'Ivoire puisse répondre à ses engagements au plan international. Oui, en effet, il a dit que les membres des organes conventionnels occupent une place centrale dans l'interprétation et l'application du droit international, des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et ils concourent à promouvoir, à protéger et à réaliser les droits de l'homme au niveau national. Est-ce que votre marge de manœuvre, elle est réelle, véritablement, dans un pays où il y a déjà un gouvernement qui est en place, avec les autorités qui sont là? Vous êtes un ancien membre du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Quelle est, pour me résumer, votre marge de manœuvre? Bien, merci M. Broukona. Alors, ce que je voudrais dire, un expert indépendant des Nations Unies, il est compétent pour 184 pays. D'ailleurs, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il n'a même pas droit à la parole. Donc, nous scrutons la situation dans tous les États. Par exemple, je viens de finir un rapport sur la Belgique. Vous pouvez aller voir l'examen du rapport sur le site du Haut Commissariat et nous avons scruté la situation à l'intérieur de la Belgique aujourd'hui. Et depuis le dernier passage de la Belgique, c'est un pays également qui est pratiquement à jour de ses rapports. Mais nous avons travaillé avec la société civile. Et depuis l'éclatement de la pandémie, les États n'acceptaient pas de se faire examiner en ligne. Mais la Belgique est le premier pays à avoir accepté. Et j'ai été l'expert qui a été désigné pour faire ce rapport. Et donc, ça nous permet de voir un peu la situation, mais de faire surtout des recommandations aux États. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les organes du traité ne sont pas des juridictions. Nous sommes là dans un dialogue constructif pour aider les États à travers des recommandations, à travers des observations finales, dans les politiques nationales, dans les réformes législatives, dans la mise en œuvre, disons, de toutes les dispositions de la Convention. Alors, ce que je fais, peut-être je le fais à titre de citoyen, pour approcher les autorités, pour leur dire, bon, écoutez, au regard de telle convention, voilà ce que nous devons faire pour que nous soyons à jour d'abord des engagements que la Côte d'Ivoire allait librement prendre au plan international. Et donc, nous pouvons apporter cet appui. Il y a beaucoup de défis, effectivement, dans nos pays africains. Mais je l'ai dit, parfois, les États arguent du fait qu'ils sont dans des situations difficiles. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas toujours à répondre à leurs engagements. J'ai dit, mais non, devant mon comité est passé un État comme l'Irak, qui est constamment en guerre, mais qui ajoute de ses rapports. Donc, d'autres États n'ont pas d'arguments qui puissent tenir pour ne pas qu'ils répondent de leurs engagements. Et donc, nous leur avons dit, nous sommes là, nous sommes disposés à accompagner la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire se mette à jour. Et il y a d'autres États encore... Alors, quand vous dites que vous n'intervenez pas le compte de la Côte d'Ivoire spécifiquement, c'est-à-dire qu'il y a parmi vous des experts qui ont sur leur table le dossier ivoirien? Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, devant ce comité, pour ne citer que celui-là, la Côte d'Ivoire devrait passer à intervalle de 4 ans, depuis 1914. On n'est passé qu'une seule fois. Vous voyez ? Donc, il y a un retard qui a été accumulé. Et au niveau donc, de notre comité, sur pratiquement 184 États, le tiers sont en retard de plus de 10 ans de rapport. Voyez-vous ? Et donc, il y a des nouvelles procédures simplifiées qu'on a engagées pour permettre à ces États d'abord de se mettre à jour, et puis ensuite, et à partir de là, d'être un peu réguliers. Donc, il y a des procédures qui sont là, à la disposition de ces États. Il faut les informer, il faut les accompagner. Nous avons informé les différents ministères techniques impliqués donc, dans la production de ces rapports. Et donc, nous sommes là pour accompagner en tant que citoyens nos États. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, un citoyen d'un État ne peut pas être le rapporteur de son État. Je m'explique, moi, je ne peux pas prendre le dossier de la Côte d'Ivoire. C'est donné à d'autres collègues. Mais je demandais, est-ce que donc, dans vos rangs, il y en a qui s'occupent de la Côte d'Ivoire? Oui, il y en a. Les rapports, voilà comment on les fait. C'est-à-dire que c'est l'État qui fait le point de sa situation et qui envoie au secrétariat du Haut Commissariat. Et là, le dossier est imputé à un expert. Puisqu'il y a 18 experts, on impute à un expert qui s'occupe de la Côte d'Ivoire. Ben, nous sommes là, nous ne participons pas. Nous sommes présents dans la salle et notre présence, je pense, compte. Si l'État ne le fait pas, est-ce que le Haut Commissariat des droits de l'homme peut interpeller cet État-là? Malheureusement, le Haut Commissariat n'a pas de service de police pour contraindre les États. Vous savez... Ces organes de traité, c'est les États qui ont mis en place. Donc, les États, généralement, les États occidentaux sont à jour, respectent leurs engagements. Mais, comme je l'ai dit, il y a le tiers environ des États partis qui ne sont pas passés depuis plus de 10 ans, ce qui n'est pas correct. Donc, on ne peut qu'encourager les États à respecter leurs engagements. Mais il n'y a pas de sanctions. Mais devant d'autres comités, on arrive quand même à examiner les États, même sans rapport. C'est-à-dire qu'un État qui s'est engagé et qui refuse de soumettre un rapport, mais on l'examine quand même sur la base de ce que les systèmes des Nations Unies dans le pays produisent, sur la base de ce que la société civile produit.
Voyez-vous, on examine, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal est que l'État lui-même produise un rapport et qu'on examine ce rapport. Alors vous, mais en tant que citoyen ivoirien, pour sortir, n'est-ce pas, de votre statut, n'est-ce pas, d'expert international indépendant, vous, le national que vous êtes, l'ivoirien que vous êtes, quelle est votre appréciation de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Alors, par rapport à d'abord la production des rapports, puisque nous nous réunissons à Genève 3 sessions par an, après chaque session, j'écris, je saisis les différentes autorités techniques, ça peut être le ministère de la Justice, ça peut être le ministère des Affaires étrangères, ça peut être d'autres ministères si c'est des questions de femmes, d'enfants, etc., etc. Pour dire que voilà la situation et nous proposons, nous offrons notre compétence gracieusement pour aider le pays à se mettre à jour. Pour l'instant, nous attendons toujours, nous espérons, nous allons encore envoyer de nouvelles correspondances pour que nous puissions aider le pays à produire ces rapports. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, c'est des questions qui sont toujours relatives. Oui. Vous voyez, nos examens sont en direct. Je vais inviter les Ivoiriens à suivre cela lorsque nous suivons la situation d'un pays, par exemple, comme les États-Unis. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous voyez, à travers l'affaire George Floyd, il y a encore des discriminations qui se passent dans ces grandes puissances, dans ces démocraties dites avancées. Si nous examinons la situation d'un État comme la Chine, mais vous serez ébahis. Même des États qui paraissent corrects, les États d'Europe du Nord, ou même du Japon. Je vais vous inviter à suivre ces émissions en direct, vous verrez. Donc nos États font des efforts. Vous voyez, à travers la CADA, par exemple, je l'ai dit, en 2011, lorsque nous avons commencé la sensibilisation des forces de l'ordre, tout le monde a vu le comportement des FRCC à l'époque, qui se substituaient à toutes sortes de pouvoirs, judiciaires, exécutifs, qui faisaient tout et n'importe quoi en même temps. Eh bien, nous sommes rentrés dans les casernes. Et en 10 ans, nous avons formé plus de 20 500 éléments des FACI, de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts de la douane. Alors, nous avons obtenu un résultat et qui est même passé inaperçu dans les médias. Les médias sont... ils s'excitent quand il y a des situations... Non. Voilà ce que nous avons fait. Oui. Nous avons formé sur les questions de droits de l'homme. Parce que quand nous avons vu ça, nous avons approché la hiérarchie. On dit, attention, faites des choses. Votre responsabilité peut être engagée ici ou ailleurs, aujourd'hui ou demain. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons donc renforcer les capacités pour dire que ces forces ne peuvent pas tout faire. Dans un état de droit, elles ont leur place. Elles ont bien une hiérarchie. Et à côté de la sensibilisation, nous avons reçu des dossiers des personnes qui se plaignaient des forces. Nous avons engagé et il y a eu des condamnations. Et par moments, nous avons fait nos sièges au tribunal militaire pour que les juridictions se fassent, parce que le tribunal militaire était en réflexion, il n'avait pas de lieu. Alors nous n'avons pas voulu que des gens restent en prison parce qu'on ne peut pas les juger pour X raisons. Donc il y a des procès qui sont tenus dans la période de référence. Vous verrez que, en tout cas si vous référez aux chiffres du ministère de la Défense, vous verrez que sur les 10 dernières années, vous verrez qu'il y a eu plus de 200 condamnations. Voyez-vous, oui. L'ONUCI avait établi en 2010 qu'il y avait plus de 400 cas de violences sexuelles liées au conflit en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a été inscrite sur une liste dite la honte. Alors de par ce travail de sensibilisation, mais aussi de lutte contre l'impunité, la Côte d'Ivoire est sortie de cette liste tenue par le secrétaire général des Nations Unies en 2018. Devenant du coup le premier et le seul pays à sortir de cette liste dite la honte, la liste où les militaires sont auteurs de violences sexuelles liées au conflit. Et là, d'autres pays sont venus voir comment nous avons fait ce travail. Donc, il y a du travail qui a été fait. Bien entendu. Mais il y a encore de grands défis parce que ces derniers mois ou ces dernières années, à la faveur, n'est-ce pas, de certaines crises politiques au plan national, il y a ce qu'on a décrit comme les activités des hommes encagoulés. Et ça aussi, c'est des défis à relever. Absolument. Moi, je voudrais saluer le leadership des différentes hiérarchies militaires, vraiment qui ont adhéré à ce que nous sommes venus proposer. Et si je me refais à un rapport donc, de l'OIF à la suite des élections, je crois, présidentielles ici en Côte d'Ivoire, où il y a eu, je crois, 87 morts, eh bien, ces morts, lorsque vous analysez, ne sont pas imputables aux forces de défense et de sécurité. Oui. C'est imputable soit aux personnes civiles ou même aux organisations politiques, mais pas aux forces de l'ordre. Et pour nous, c'est un grand pas. C'est un grand pas, mais le fait qu'il y ait déjà de morts, un mort, c'est déjà trop. Il faut que nous arrivions à des processus électoraux où on n'a pas ce type de situation. Donc il faut continuer la sensibilisation de tous les acteurs engagés dans ce type de processus, mais il ne faut pas attendre la veille des processus. Donc nous continuons le travail. Nous venons de finir un atelier à Yamoussoukro, à la garde républicaine, pour prévenir les forces de l'ordre sur la prévention des actes d'atrocité de masse. Aujourd'hui, vous voyez,
avec les nouvelles formes de menaces. On le voit un peu au Burkina, au Mali, mais bien au nord de la Côte d'Ivoire même. Les gens viennent dans un village, ils raflent, ils tuent tous les hommes, ils tuent tout. Ce sont des atrocités de masse. Comment prévenir? Mais avec, si vous voulez, cette sorte de lien armée-nation, où nous avons une relation vraiment de collaboration entre la société civile, entre les populations et leur armée. Une relation décrispée. Absolument, Oui. qui permettent de prévenir. Parce que lorsqu'on dit, bon, il y a une attaque là, c'est vrai, le tout militaire n'est pas la solution idéale. Oui. Tant que la population qui est là, qui va au champ, qui voit des mouvements suspects, qui ne signale pas au sous-préfet, qui ne signale pas au commandant de gendarmerie, et qui est là tranquillement, en croyant que non, ce sont les militaires qui sont menacés. Demain, vous serez tous concernés. Donc, s'il y a une collaboration franche, ça permet de prévenir et de réduire l'impact de ce type de menaces. Et c'est vers ce type de sensibilisation que nous allons aujourd'hui dans toute la zone frontalière nord de la Côte d'Ivoire. Alors, donc la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées donc, est très engagée dans la préservation ou dans la promotion des droits de l'homme au niveau des forces armées nationales. Oui. Mais tout à l'heure, comme je vous disais, aujourd'hui, une interpellation dans les règles de l'art, c'est un mandat d'arrêt qui vous permet d'aller interpeller la personne qui est concernée. Mais il y a ce phénomène où on dit des hommes armés, encagoulés, sont dans des 4x4, dans des pick-up qui arrivent, qui prennent les gens, si bien que certains parlent d'enlèvement. Est-ce que là aussi, il y a une sensibilisation qui est faite de sorte à renforcer ces relations armée-nation, armée-civile? Oui, tout à fait. Mais vous savez, au plan national, il y a des mécanismes qui sont là et qui fonctionnent. Vous avez des mécanismes judiciaires, des mécanismes non judiciaires. Si vous avez des situations comme ça, vous pouvez vous référer au Conseil national des droits de l'homme, qui a des commissions régionales dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, qui a un numéro vert qui est gratuit. Donc, on peut accéder à ces différents responsables-là à travers tous vos numéros sans payer le moindre franc. Vous signalez, parce que c'est important. Il faut signaler pour qu'on puisse déjà suivre, documenter, mais aussi voir quel traitement on va donner. Et donc la sensibilisation, comme on vous l'a dit, c'est au niveau de tous les acteurs, mais au niveau des forces de l'ordre, mais aussi au niveau des groupements politiques, au niveau des associations, pour que dans un État, tout le monde essaie de marcher selon les règles. Et donc, quand ce n'est pas fait, même l'interpellation, ça obéit à des règles, etc., etc. Est-ce que toutes ces étapes-là sont respectées? Si ce n'est pas le cas, vous retenez le numéro vert, le 800 00 888, vous appelez, nous on prend en charge la question. Et je vous le signale, c'est gratuit. Le 800 00 888. D'accord. Quelle que soit la situation sur l'ensemble du territoire national, c'est le numéro vert du Conseil national des droits de l'homme, puisque nous travaillons ensemble dans le cadre donc, du mécanisme national de prévention des violations imputables aux forces de l'ordre. Oui. Au sein de ce mécanisme siège le Conseil national, la CADA, l'état-major de l'armée. On se réunit une fois pour voir la situation sur l'ensemble du territoire. Donc si vous avez un parent qui est dans cette situation, je vous en prie, appelez, c'est gratuit, ce numéro vert, et nous prenons en charge la question. Est-ce que le CNDH, qui est une structure, il y a eu beaucoup de débats sur la façon de fonctionner du CNDH par le mode de désignation de ses membres, mode de désignation qui vient de l'exécutif. Est-ce que, en termes d'indépendance, d'action, le CNDH a véritablement les coups de France? Merci, M. Bourkouna-Bertin. Je suis à l'aise pour répondre à cette question parce que j'ai travaillé au CNDH pendant 5 ans en tant que commissaire central, en tant également que secrétaire exécutif adjoint. Alors, selon la nouvelle loi de 2018, le mode de désignation des membres du CNDH, c'est la loi qui définit ce mode de désignation. D'abord, il y a un certain nombre de corporations qui désignent leurs membres. C'est-à-dire, on dit, bon, l'ordre des magistrats, vous désignez un magistrat. L'ordre des avocats, vous désignez un avocat. Au niveau des organisations de la société civile, vous organisez une élection, vous désignez un représentant. Alors, lorsque tout cela se retrouve, ils sont au nombre de 12, vous élisez un bureau de 3 membres. Voilà comment ça se passe. Et donc, vous lisez un président, un vice-président, un secrétaire exécutif. Donc, voici le mode tel que défini par la loi. Donc, quand on dit que l'exécutif a désigné, regardez comment ça se passe. Donc, les associations de femmes désignent leurs représentants, les associations des handicapés désignent leurs représentants, l'ordre des médecins, j'ai oublié, désigne un représentant, l'ordre des avocats, les associations de défense des droits de l'homme généralistes désignent un représentant. Et eux, pour désigner leurs représentants, ils procèdent par vote pour ceux qui ne sont pas organisés en ordre. Et une fois dans le bureau, vous faites ça. Maintenant, au niveau des experts, c'est vrai, il y a 2 places qui sont proposées pour les experts. C'est le garde des Sceaux qui désigne, mais voilà comment l'élection se passe. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une influence, une main occulte qui désigne... là, je ne saurais répondre à cette question. Là est la question. Voilà, je ne saurais répondre à cette question. Okay. Et pour finir, le CNDH de Côte d'Ivoire vient d'avoir le statut A au plan international. Vous savez, les INDH sont classés par catégorie. Il y en a 3. Par rapport au principe de Paris, le A, vous avez la pleine conformité. Le B, vous êtes partiellement conforme. Et le C, vous n'êtes pas du tout conforme. Et donc, l'UNDH de la Côte d'Ivoire, depuis 2016, avait le statut B.
Et depuis le mois de décembre dernier, le INDH est monté en grade avec le statut A. Donc le principe de Paris, c'est la référence. Voilà, ce sont les principes directeurs pour la mise en place et le fonctionnement des INDH dans les États du monde. Aujourd'hui, il y en a 177 au monde. Et en Afrique, on en a environ 44. Et c'est une tendance aujourd'hui dans tous les États qui sont des autorités administratives indépendantes à cheval entre le gouvernement et la société civile. Alors, de votre position tout à l'heure, en vous présentant, nous vous avons présenté aussi comme secrétaire permanent du réseau des institutions nationales des droits de l'homme de l'UEMOA. Tout à fait. Au niveau de cet espace sous-régional, la situation des droits de l'homme. C'est toujours un défi, notamment avec les nouvelles formes de menaces dont je parlais tout à l'heure. Dans notre réseau, nous avons 8 pays, 8 INDH plutôt. Et vous verrez que ces INDH, sur le 8, il y avait seulement 2 qui avaient le statut A, à savoir l'INDH du Togo, depuis Belle Lurette, et l'INDH du Niger, depuis 2017. Et donc la Côte d'Ivoire vient d'être la 3e INDH à avoir le statut A. Les autres ont le B ou n'ont pas du tout de statut, si je me réfère à l'INDH de la Guinée-Bissau, qui fait partie donc de l'UEMOA. Parce que parfois, dans d'autres États, comme vous l'avez dit, c'est l'exécutif carrément qui désigne les membres. C'est-à-dire, on ne se cache pas derrière des textes pour dire non, les ordres désignent. Non, l'exécutif désigne, le budget est logé. Donc, il y a un problème véritable d'indépendance. En tout état de cause, ces INDH-là, il y a de gros défis dans notre espace. Et le plus grand défi aujourd'hui, c'est surtout la menace terroriste. Voilà, la menace terroriste, et nous encourageons les États à prendre des mesures pour aider les INDH à coopérer avec la société civile afin d'aider les forces de sécurité pour mieux prévenir, n'est-ce pas, ces violences-là. Alors aujourd'hui, donc, la situation de la protection des droits de l'homme à l'échelle du continent africain, là aussi, il y a de gros défis à relever. Il y a de gros défis, et notamment, vous verrez que les plus grands défis sont au niveau des processus électoraux. Et les crises sont déclenchées à ce niveau-là. Vous voyez, même les États qui étaient de référence pour nous, comme le Ghana. Il y a eu des élections, je parle l'année dernière, il y a eu 4 morts au Ghana. Pour nous, c'était un événement majeur. Ouais. Le Ghana qui pour nous était un modèle, en tout cas dans notre sous-région, dans notre espace, un modèle vraiment de stabilité. Voyez-vous, mais ça veut dire quoi? Le Ghana a des institutions solides. Le Ghana vacille, mais le Ghana ne tombe pas plus bas que ça par rapport à d'autres États à côté, pour ne pas les citer. Voyez-vous, donc il faut aller voir les meilleures pratiques dans ces pays, peut-être au niveau de l'organisation des scrutins, parce que généralement les crises partent de là. Et au niveau donc... il y a aussi la question en dessous de ces crises électorales, des crises des processus électoraux, il y a la question fondamentale du respect de la Constitution. Absolument. Il faut qu'on arrive, c'est un peu lié, vous voyez, c'est un peu lié à la question électorale, les questions constitutionnelles, parce qu'on les modifie chaque fois par rapport à ces enjeux-là. Oui. Donc il faut qu'on arrive à des situations, je l'ai expliqué à un atelier il n'y a pas longtemps, où on fait une élection et le lendemain, tout le monde va casser ses occupations. Oui. Mais c'est un gros défi, ça n'allait de rien, mais et chaque fois, les pays africains là sont confrontés à ces situations. Oui. Donc il faut peut-être un consensus sur les règles et qu'on les respecte une fois pour toutes. Oui. C'est ça le gros défi. Mais écoutez, moi je pense que c'est un processus. Il faut gagner chaque pas et pas après pas, voilà, avancer vers des destinées où on pourra assurer, on pourra protéger toutes les vies. On ne pourra plus perdre une vie ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique parce qu'il y a une élection ou parce qu'on n'est pas d'accord avec le résultat. Donc le comité pour l'élimination de la discrimination raciale a été créé et par rapport à ce que vous faites, est-ce qu'il y a des pays où vous intervenez le plus? Il y a des zones qui sont ciblées comme étant des pays à risque. Oui, mais je pense que tous les États partis à la Convention, il y en a 184 qui sont des pays à risque, à des degrés divers, mais il y a les mêmes natures de problèmes qui se produisent. Si la Côte d'Ivoire ratifie, c'est que la Côte d'Ivoire reconnaît que les motifs de discrimination peuvent exister. Oui. Parce que quand on parle de discrimination, il y a plusieurs formes. On croit que c'est une histoire entre noir et blanc, mais ça peut se passer en noir et noir. Je vous ai dit, dans d'autres pays africains, jusqu'à aujourd'hui, il y a la question de l'esclavage. Oui. La Mauritanie, pour ne pas la citer, par exemple, il y a eu des condamnations récemment parce qu'il y a l'esclavage entre les morts, les Mauritaniens blancs, les Mauritaniens noirs. Entre les Mauritaniens, il y a des peuples qu'on appelle les Aratines. Et ils n'ont pas de dialecte africain, ils parlent l'arabe. Oui. Vous voyez ? Parce que le phénomène de l'esclavage, il est immense. Vous savez, lorsqu'il y avait des razzias entre les tribus, on captait, etc., etc. Mais ce sont des systèmes qui existent encore malgré la modernité, malgré les interdictions qui se passent. Mais il y a des formes annexes qui sont liées, des discours de haine. Voyez-vous, récemment, il
il y a eu une cyberactiviste qui a donné une formation sur les Nigériens. Vous voyez ce que ça a donné. Ouais. Donc, tous les pays sont à risque parce qu'il y a ces questions qu'on voit. Il y a la question aussi des minorités, il y a la question des personnes d'ascendance africaine. Les parents qui sont partis du fait de l'esclavage, ils ne vous sentent pas solidaires de leurs problèmes. Très peu d'Ivoiriens peuvent me dire quel est le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais c'est grave. Ouais. C'est grave parce qu'une partie de ces populations se disent « vous avez vendu nos parents ». Et en la matière, j'ai participé à un panel à Dakar et je vous ai dit le Ghana est la meilleure pratique. Les Noirs de la Jamaïque ont depuis démontré que leurs ascendants sont venus du Ghana. Ouais. Et aujourd'hui, l'État du Ghana offre la nationalité à tous les Jamaïcains qui veulent venir s'installer. Pas mieux, il y a des opérateurs économiques. Et il y a une île vers la Jamaïque qu'on appelle la Barbade qui cherchait du personnel dans son système médical. Mais ils sont venus prendre 3000 jeunes Ghanéens pour les affecter dans le système public de la santé des îles Barbades. Voici des bonnes pratiques. Je vous ai dit, quand il y en a de bons, il faut copier. Ouais. En Côte d'Ivoire, tout le monde sait, en Guyane et tout ça, au Brésil, tout le littoral ivoirien était des ports de départ. Oui, je sais qu'il y a Serge Billet qui a parlé des Boni, etc. Les Boni, quand ils viennent, ils ont exactement les mêmes coutumes que les frères de Tiasalé, les mêmes noms, les mêmes danses. Mais il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne fait rien pour ça non plus. Voyez, donc, il y a plusieurs formes, il y a ces questions. Ces peuples-là, jusqu'à aujourd'hui, souffrent de la discrimination là où ils sont. Vous voyez, dans toute l'Amérique latine, les États-Unis n'en parlons même pas. Les États-Unis n'en parlons pas, l'Amérique du Nord, le Canada, etc., etc. Mais dans les pays africains aussi, il y en a. D'où ma question, effectivement, quand on parle de ces instruments internationaux, il y a jusque-là des pays qui n'ont pas encore adhéré au traité de Rome. Il y a des pays en Afrique qui ont adhéré à certains traités dont ils ne respectent pas les décisions. Aujourd'hui, est-ce que tous ces instruments-là sont véritablement efficaces? Bon, le problème des pays africains, c'est ça. Vous avez parlé du statut de Rome. Mais les pays africains ont été les premiers à les ratifier. C'est grâce à eux-mêmes que ce statut est rentré en vigueur. On ne vous contraint pas. Mais quand vous y allez adhérer, mais de grâce, respectez vos engagements. Vous voyez, quand j'entends ce discours, le pays africain, c'est un instrument de l'Occident contre l'Afrique, non, soyons responsables. Personne n'a envoyé un État africain à les ratifier. C'est les Africains eux-mêmes là qui sont les ratifier. Donc respectez. Et même les prisonniers qui étaient là-bas, pour la plupart qui étaient des Africains, c'est les Africains aussi qui les ont envoyés là-bas. Ouais. Donc soyons responsables. Ou on y adhère et on respecte, ou on n'y adhère pas du tout. Il y a des grandes puissances qui n'ont pas ratifié. Ouais. Je parlerai des États-Unis notamment, la Chine, etc. Mais il y a quel problème? C'est ça le problème. On est champion en ratification. On est champion en ratification des instruments internationaux. Mais moi, je pense que quand on sait qu'on sent qu'on ne peut pas, il ne faut pas y aller. Mais dès que vous y allez, de grâce, il faut respecter ses engagements. L'efficacité aussi, ces conventions-là n'ont pas une police derrière pour forcer les États à respecter les dispositions. Donc, ça doit avoir un écho à travers des mécanismes nationaux. Ça peut être les INDH, parce que quand vous avez des INDH véritablement indépendants qui travaillent comme il se doit, quand vous avez une société civile qui interagit avec les INDH, ça donne écho, n'est-ce pas, aux dispositions internationales dans les pays. Donc, c'est tous les acteurs qui, ensemble, doivent le faire. Et il y a plusieurs formes de résolution. Il y a les voies judiciaires et les voies non judiciaires pour chercher des solutions. Alors, donc, à quoi sert-il, n'est-ce pas, de créer ces instruments-là si on n'a pas les moyens de coercition? La CPI, par exemple, tant qu'un État n'a pas accepté de livrer un de ses citoyens, la CPI n'a pas de moyens. Oui, mais que faut-il faire alors? Est-ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas de moyens de coercition classique, croiser les bras pour regarder? Si je reviens à ma convention, à la convention à laquelle j'appartiens, vous voyez, c'est né dans une période où les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs américains aux États-Unis. Mais c'est le fruit des luttes de Martin Luther King. Ils auraient pu rester là comme ça. Mais Dieu merci, ils ont pu accéder à la citoyenneté. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore des défis qui restent. C'est un idéal à atteindre. Et donc, on doit se donner les moyens pour atteindre cela, bien entendu avec la bonne volonté des États. Toujours, les États sont les acteurs principaux du droit international. Alors, si un État va s'engager, l'État doit de bonne foi mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Alors, Diaby et Bakary Sidiki, nous allons terminer cet entretien. Ces instruments, là, quand je vois la liste, on avait parlé de 9, mais au final, il y a 10, puisque je crois qu'il y a la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui s'ajoute. Alors, aujourd'hui, il faut avoir foi, n'est-ce pas, à ces instruments pour la défense, la promotion des droits de l'homme à l'échelle de la planète. Oui, monsieur Bourkouna, on n'a pas le choix. C'est un idéal que nos devanciers, que les initiateurs de ces conventions-là, c'est un rêve qu'ils ont nourri face à des situations. Ils ne pouvaient pas rester sans prendre d'initiative.
C'est vrai, vous avez posé tout à l'heure la question de leur efficacité, parce qu'il faut toujours jouer avec la bonne volonté des États partis à ces conventions, mais en même temps, pour des activistes, pour des défenseurs, toujours chaque millimètre d'espace est à conquérir. Et nous devons le faire en parfaite intelligence avec les États. Et c'est en coopérant, en encourageant les États que nous pouvons gagner des défis qui n'étaient pas évidents, voyez-vous. Et donc, nous devons mobiliser tous les acteurs autour de ces défis, les États, la société civile, le système des Nations Unies, vraiment tous les acteurs qui peuvent, main dans la main, aider à gagner chaque espace de liberté, de démocratie et des droits de l'homme. Diaby Bakary Sidiki, je vous remercie. Merci. La grande interview pour aujourd'hui recevait Diaby Bakary Sidiki, coordonnateur de la CADA, Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, secrétaire permanent du réseau des institutions nationales des droits de l'homme de l'UEMOA, vice-président du groupe de travail Afrique pour la prévention des atrocités de masse et des génocides, et principalement parce qu'il vient d'être réélu membre du comité pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est un organe du système des Nations Unies. La grande interview pour aujourd'hui, c'est terminé. Technique Antoine Kwasi. Bonne journée à tous. Brokono Bertin. Vous venez de suivre la grande interview. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.